Donc Jean-Philippe, vous avez été, vous resterez dans la mémoire de tous un très grand dirigeant. Pourquoi, à mon sens? Parce que vous portez en vous des valeurs. L'impact est une chose essentielle. Vous avez senti l'influence que vous pourriez avoir sur ceux que vous avez dirigés, sur ceux qui vous écoutaient. Donc d'abord ce sens qui fait partie de vous, d'où vous vient-il? Alors d'abord, avant que l'impact, je dirais, soit né en moi, soit développé en moi ces 10 dernières années, ces des décennies, je commencerai par la responsabilisation, la responsabilité. En fait, pour moi... Du dirigeant. Du dirigeant. Ah oui. Et en tant que personne, en tant que citoyen. Et là, pour faire un petit peu une connexion avec mon père et les valeurs familiales, papa avait un sens de responsabilité extrêmement élevé et de l'engagement qu'il donnait dans sa vie, pour sa famille d'abord, pour sa communauté aussi. Et donc pour moi, le fait d'avoir un job, quel qu'il soit, et en démarrant, j'ai démarré ingénieur technico-commercial chez Microsoft, donc sur le terrain, parce que j'adore ça, il y avait vraiment un sens de responsabilité très fort, de dire il faut mériter le rôle que j'ai, le job que j'ai pu avoir. Et ça veut dire qu'il faut ensuite, quand on devient manager, devenir le plus possible, personne n'est parfait, exemplaire, ou en tout cas, quand on demande des choses à des personnes, il faut montrer qu'on est soi-même déjà prêt à faire ces choses-là et prêt à montrer l'exemple en permanence. Donc responsabilité a précédé l'impact, et l'impact, je l'ai découvert aussi dans des rôles très différents que j'ai eus. Entre le premier rôle notamment de leader vraiment à déjà un bon niveau, qui était être le président de la France, ça me rend des années 90, donc c'est quelques temps, et où j'ai souhaité en fait intégrer au développement, à la croissance de Microsoft France, parce qu'évidemment j'ai été évalué aussi dans l'entreprise par la croissance, la part de marché de nos produits et tout ce qu'on peut imaginer comme indicateur économique, où on avait lancé une initiative qui s'appelait Génération Micro, où j'avais embarqué 500 collaborateurs, nos 500 salariés de l'époque, pour devenir des mentors de jeunes, on l'appelait pas ça les quartiers à l'époque, mais c'est les quartiers déjà, qui avaient des difficultés tout simplement à trouver un emploi, et en leur ouvrant les clés de l'accès à la micro-informatique, à l'époque, tout simplement un traitement de texte pour faire son CV, pour préparer un entretien et pour ouvrir les réseaux. Et je m'étais rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, d'abord auprès de ces jeunes, et puis des parties prenantes. À l'époque, il y avait M. Bérou, j'étais allé voir, je me rappelle très bien, dans sa collectivité dans le sud-ouest régional, et de très belles initiatives que ça avait générées, en résultant de cela, autour de l'entreprise. Et la fierté des collaborateurs de participer à ça pendant toute une année, en fait. C'est contagieux. C'est contagieux, ça la peut être bienveillance. une très bonne contagion dans la mesure où on aligne vraiment les valeurs des personnes, de chacun, chacune, et on ne les oblige pas, mais en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va leur donner un sentiment d'appartenance encore plus fort. Et pour moi, l'impact, c'est aussi une connexion très forte avec une appartenance entre soi, qui on est, ce qu'on souhaite être, ce qu'on aspire à être, et la plateforme qui est une entreprise. Et j'ai eu cette chance exceptionnelle dans une boîte comme Microsoft, d'avoir une plateforme dans laquelle j'ai pu réaliser mon potentiel et lui donner des dimensions que je n'avais même pas imaginées au début de ma carrière. Oui, après il y a le job qu'on a et ce qu'on a fait. Vous en avez fait quelque chose d'extraordinaire. Donc vous avez dit dans un podcast que pour être un bon manager, il faut déjà avoir une bonne estime de soi et avoir fait un travail sur soi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? C'est quoi un travail sur soi et c'est quoi l'estime de soi? Oui, je pense que ça commence réellement par la connaissance de soi. Et c'est probablement une des choses les plus compliquées, quel que soit son âge d'ailleurs. Hein, ce n'est pas une question de dire... C'est comment on prend le temps, on a le courage aussi de se regarder dans le miroir et de donner le miroir à d'autres personnes. Hein, parce que ce n'est pas juste tout seul, on ne fait pas ça tout seul. On peut être exigeant avec soi-même. On peut être exigeant avec soi-même, et c'est très important de recueillir maximum de points de vue, d'opinions, basé sur des comportements réels. Ce n'est pas des choses en l'air, telle personnalité, tel trait. C'est de dire, ici et maintenant, Jean-Philippe, voilà ce que tu as fait. Voilà les effets que ça a pu créer auprès d'autres personnes, positifs ou négatifs d'ailleurs. Et voilà peut-être une façon pour toi de te rappeler de ce moment-là pour travailler sur toi-même là-dessus. Et ça peut être des domaines extrêmement différents. Donc je dis pas que j'ai commencé à faire ça très jeune. Très sincèrement, je m'en suis rendu compte en
en essayant de devenir, à l'époque je ne disais pas le terme de coach, ça a été beaucoup plus tard. Vous avez été coaché, non? Vous êtes fait coacher? Oui, coaché, alors pas dans le sens d'un coach certifié à l'extérieur, mais c'est plus des moments avec des managers que j'ai connus, des personnes incroyables. Et ce n'est pas simplement les plus grands leaders, des Steve Ballmer, des Bill Gates, des Satya Nadella, mais des fois des personnes qui peuvent être des alter ego, et ça n'a même aucun rapport hiérarchique d'ailleurs, ça peut être des personnes premier niveau de l'organisation qui inspirent et puis qui, par leur courage, leur sincérité, leur authenticité, vous disent des choses. Mais j'ai toujours aimé, parce que plus on a un rôle qui est élevé dans la hiérarchie, plus en fait on est caché de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des filtres qui sont mis autour de soi, et si on n'en est pas conscient, on a une fausse représentation de soi. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi dans la culture peut-être anglo-saxonne, en tout cas des feedbacks, et la verbalisation écrite. Moi, ça m'aide beaucoup. D'abord que les personnes éventuellement puissent écrire, et que moi, après, je puisse en faire une synthèse. D'ailleurs, j'ai eu un très bel épisode dans mon podcast Positive Leadership. Je ne m'empêche pas de le mentionner, mais bien sûr. On va en parler, Et dans lesquels, avec Kim Cameron, qui est l'un des pères fondateurs de psychologie positive, il a créé une technique, il l'a appliquée sur moi dans cet épisode, donc dans l'épisode où il m'a posé cette question, qui s'appelle le Best Self-Portrait, le meilleur autoportrait. Et en fait, ça consiste à interroger 7 personnes de vos connaissances personnelles, professionnelles, sociales, et leur demander à chacune d'entre elles, mais pas vous, une tierce personne, ce qu'elle pense de vous. Deux, trois paragraphes d'un moment unique dans lequel ils ont vu Lucille faire des choses extraordinaires qui les ont vraiment impactés de manière remarquable dans leur vie. Et je peux vous dire que quand il m'a lu des récits de ces personnes, j'avais juste donné les noms, voilà, des personnes que je connais dans ma vie, etc., et qui vous plongent dans le moment, dans les faits, dans le comportement, et qui sont de belles choses. Là, on parle des choses positives qu'il a pu faire. Sûr, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des choses négatives, mais des choses positives. Là, on parle de ça permet de prendre conscience de ses forces, de ses, je ne sais pas si c'est des talents, à un certain moment, peut-être, ça peut devenir un talent, et ça, c'est très puissant. En tout cas, je suis très convaincu que dans la connaissance de soi, et ensuite, pour arriver à l'estime de soi, il faut bâtir sur des forces, tout en étant aussi ouvert à grandir sur des dimensions qui sont sous-développées, qu'on appelait souvent en management d'entreprise des faiblesses, je n'aime pas trop le terme, mais bon, des domaines d'opportunité, diraient les Américains aussi, mais qui sont des vrais domaines aussi sur lesquels on veut bosser. Voilà en quelques mots le regard que j'ai pu porter et travailler pendant pas mal d'années. Et l'ego, parce que quand on grimpe comme ça, et puis vous avez des personnes autour de vous qui vous adulent, qui vous félicitent et tout. Comment on gère ça? On sait que les femmes ont moins d'ego que les hommes, et quelquefois l'ego peut être contre-productif par rapport à l'intelligence. Est-ce que vous avez eu à gérer ça? La peur de justement pas avoir toujours les bons comportements en raison de cette image. Je pense que j'ai eu assez conscience de ça assez tôt, dans la mesure où je me suis toujours senti un peu privilégié d'être là où j'étais. Et là encore, je reviens aux valeurs paternelles. Il est important ce papa. Oui, mais vraiment, dans le sens de l'humilité, c'est-à-dire à la fois être fier de ce qu'on fait, des choses que l'on peut faire constructives, positives dans sa vie, l'impact qu'on peut avoir autour de soi, mais également de la capacité finalement à comprendre que on est une personne au milieu de milliards d'autres individus et on vaut autant que n'importe quelle autre personne. Et surtout, j'ai, je pense, assez rapidement compris que la montée dans la hiérarchie, une position, ça se perd en un jour, donc un titre. Et on l'a vu avec des tas de personnes. Absolument. Et que ça ne définit pas qui vous êtes. Ça ne définit pas qui vous êtes. Et ça, se rappeler ça, quand j'ai vu autour de moi, professionnellement, personnellement, des situations des fois dramatiques, très compliquées au plan humain, ça me rappelait peut-être, et c'est toujours nécessaire, à plus d'humilité et plus de sens du quotidien, d'ici et de maintenant, du présent, et pas de s'enflammer parce qu'on est président, executive vice-président. Ça fait une passerelle sur ce dont on va parler après la petite pause, à savoir les obstacles que vous avez pu traverser. À tout de suite. À tout de suite.